Nous sommes en 2022, bonne année! Nous sommes dans une année d'élection présidentielle, comme vous le savez certainement, et c'est la raison pour laquelle j'aimerais parler un petit peu de philosophie politique cette année. Je me suis dit que ce serait intéressant de revoir un petit peu les fondamentaux. L'un des manuels d'introduction à la philosophie politique les plus répandus et conseillés dans les pays anglo-saxons, c'est An Introduction to Political Philosophy de Jonathan Wolff. Je vais donc faire une petite série sur ce livre en le résumant dans les grandes lignes, et je vais commencer notamment par le premier chapitre concernant l'état de nature. Je ferai quelques remarques personnelles en guise de conclusion. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est déjà fait. Vous pouvez également soutenir la chaîne sur Tipeee, c'est grâce à votre soutien que la chaîne peut continuer d'exister. C'est parti! Si des individus échouaient sur une île déserte, que se passerait-il? Coopéreraient-ils ensemble ou entreraient-ils en guerre les uns contre les autres? Ce scénario ressemble à celui de l'état de nature, c'est-à-dire d'une société sans État. L'état de nature intéresse la philosophie politique parce qu'il décrit l'alternative à l'État. On peut estimer que le pouvoir de l'État est intolérable. Il impose des lois, il sanctionne ceux qui désobéissent, mais que serait une société sans État? En envisageant l'absence d'État, on peut espérer comprendre son existence et sa légitimité s'il est légitime. Évidemment, pour cela, il faut que l'état de nature soit au moins possible. Peut-il exister une société sans État? L'État ne serait-il pas naturel aux hommes? Les anarchistes répondent qu'il a existé des sociétés sans État. Locke et Rousseau donnaient en exemple certaines sociétés dites sauvages. Hobbes, lui, préférait considérer le cas des guerres civiles dans lesquelles l'État s'effondre. Quoi qu'il en soit, même s'il n'avait jamais existé d'état de nature, on voit mal comment on pourrait en démontrer l'impossibilité. La plupart des philosophes se contentent simplement de le considérer à titre d'hypothèse. Il suffit de revenir à nos individus échoués sur une île déserte. Que feront-ils? Coopéreront-ils ou se font-ils la guerre? Par ce genre d'expérience de pensée, on peut espérer comprendre l'existence et la légitimité ou non de l'État. Dans le Léviathan, publié en 1651, Thomas Hobbes envisage l'état de nature comme un état de guerre de tous contre tous. La propriété, la technique, l'industrie, le commerce, la science, la culture et l'art y sont impossibles. La vie y est misérable. Pour le comprendre, il faut se pencher sur la nature humaine. Les hommes recherchent le bonheur. Ce sont des êtres de désir. Or, pour atteindre l'objet de son désir, il faut avoir les moyens de l'atteindre. Il faut avoir de la puissance, et cela plus que ses concurrents. Mais le fait est que les hommes sont globalement égaux entre eux. Ils ont tous à peu près autant de force et d'habileté. Personne n'est assez fort pour être épargné du vol ou du meurtre. Personne n'est assez faible pour être incapable de voler ou de tuer, même si cela doit passer par la ruse ou un jeu d'alliance. Enfin, les biens disponibles sont en quantité limitée. Les hommes finissent donc par désirer les mêmes choses. Ils sont donc concurrents les uns des autres. Le désir, l'égalité et la rareté conduisent à un état de guerre dans lequel chacun vit constamment dans la crainte. Hobbes ne pense pas que les hommes soient cruels. Il ne pense pas que les hommes prennent plaisir à la souffrance d'autrui. Évidemment, les hommes sont égoïstes. Ils cherchent naturellement à satisfaire leurs désirs. Mais ce qui motive la guerre, c'est surtout la peur. On a peur qu'autrui nous vole ou qu'il nous attaque. On n'attaque pas tant pour le gain que pour sa propre sécurité. La guerre n'est pas causée par la cruauté, mais par la légitime défense. Cela ne signifie pas que la lutte est constante, mais on ne peut jamais baisser sa garde. La menace est constante. Pour Hobbes, il est totalement illusoire d'envisager un état de nature serein, sachant que même sous la protection d'un État, nous nous méfions les uns des autres. Ne fermons-nous pas nos portes à clé? On pourrait penser que les hommes sont tout de même dotés d'une moralité qui limiterait les conflits. La réponse de Hobbes à cette objection est complexe. D'un côté, Hobbes semble nier qu'il puisse y avoir une moralité dans l'état de nature. En effet, l'injustice est la violation d'une loi. Or, il n'y a pas de loi dans l'état de nature. Chacun est libre de faire tout ce qui lui semble bon pour survivre et pour servir ses intérêts. Mais d'un autre côté, Hobbes affirme qu'il existe tout de même des lois de la nature, qu'on peut résumer dans la formule « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse ». Le problème, c'est que la plupart des hommes sont incapables de découvrir ces lois par la raison, parce qu'ils sont trop occupés ou parce qu'ils sont négligents.
Il ne s'agit pas vraiment en réalité d'un code moral, mais c'est plutôt des théorèmes rationnels offrant les meilleures chances de survie. Cette idée, qui implique la paix, peut sembler assez contradictoire avec l'état de nature que décrit Hobbes. Mais la contradiction peut s'expliquer par l'opposition entre la rationalité individuelle et collective. De même qu'il est rationnel au niveau individuel de polluer tout en bénéficiant de la préservation de la nature au niveau collectif, il est rationnel de voler et de tuer son voisin tout en bénéficiant de la paix civile. Tout individu est donc incité, pour lui-même individuellement, à voler et à tuer. Si quelqu'un prend la décision seul d'obéir aux lois de la nature, eh bien cela revient en réalité à sacrifier son propre intérêt en faveur des autres. La moralité est donc contre-productive dans l'état de nature. Seul un État fort, capable d'imposer la loi et de punir sévèrement ceux qui désobéissent, peut rendre possible un état de paix et de sérénité. John Locke ne partage pas le pessimisme de Thomas Hobbes. Dans le second traité du gouvernement civil, publié en 1689, il prend soin de distinguer état de nature et état de guerre. Il est tout à fait possible de vivre une vie acceptable sans gouvernement. L'état de nature, c'est un état de parfaite liberté, d'égalité, et qui est soumis à une loi de la nature. Mais ces mots n'ont pas le même sens pour Locke que pour Hobbes. L'égalité, c'est une égalité en droit. Personne n'a le droit de soumettre une autre personne. De même, la loi de la nature a un accent théologique. Nul n'a le droit de nuire à autrui dans sa vie, dans sa santé, dans sa liberté ou dans ses biens, parce que nous sommes tous les créatures de Dieu. Nous avons même le devoir d'aider autrui si nécessaire. Enfin, la liberté n'est pas le droit de tout faire. La liberté est encadrée par la loi de la nature. Contrairement à Hobbes, Locke pense que nous n'avons pas le droit de tuer autrui, même si cela est dans notre intérêt. La loi de la nature garantit d'autres droits, notamment la propriété privée. Dieu nous a placés sur terre, ce n'est pas pour que nous mourions de faim. Nous devons donc pouvoir nous nourrir et pour cela consommer. Nous devons donc pouvoir posséder des objets, à commencer par des aliments. Mais pourquoi les hommes se soumettraient-ils aux droits de la nature ? Une loi n'a de force que si les contrevenants sont condamnés. Sans sanction, la loi est morte. Parce que la loi naturelle vient de Dieu, elle ne peut pas être vaine. La loi doit donc s'appliquer. Puisque nous sommes tous égaux dans l'état de nature, si quelqu'un a le pouvoir de faire appliquer la loi, alors tout le monde a ce pouvoir. Selon le droit naturel, chacun a le droit de punir ceux qui portent atteinte à la vie, à la liberté ou à la propriété d'autrui. Ainsi, tous peuvent punir les contrevenants et cela devrait dissuader la tentation de violer la loi. Mais qu'est-ce qui empêcherait les méchants de se réunir et de se venger ? Cela ne dissuaderait-il pas quiconque de faire appliquer la loi ? Dans la perspective hobbesienne, seule une autorité unique, stable et forte peut faire appliquer la loi. Le droit lockéen de punir paraît bien insuffisant. Il y a une autre différence entre Locke et Hobbes. Locke pense que le monde est immense et abondant en biens. Il y a de la place pour tout le monde. Il y a donc très peu de raisons d'entrer en conflit. Chacun devrait préférer cultiver sa parcelle de terre plutôt que d'envahir celle de son voisin. L'état de nature est donc plutôt paisible. Mais est-ce plausible ? Hobbes pourrait répondre que l'abondance des terres n'exclut pas la rareté des produits finis et consommables. Il est plus facile de voler que de produire soi-même sa propre nourriture. Il suffirait de quelques individus antisociaux pour ruiner la paisibilité de l'état de nature lockéen. Locke admet que l'état de nature a des limites, qui impliquent l'État comme solution. Il s'agit de l'administration de la justice. Nous pouvons être en désaccord sur l'interprétation de la justice et sur les sanctions à appliquer. Les hommes peuvent aussi manquer de force pour faire appliquer la loi. C'est le principal inconvénient de l'état de nature. À ce premier problème s'en ajoute un second, à savoir l'invention de l'argent. Tant que l'argent n'existe pas, nul n'a de raison de prendre plus de terre qu'il n'en a besoin pour se nourrir et pour vivre. Mais une fois que l'argent existe, il devient possible d'amasser des richesses impérissables. Cela donne des raisons de cultiver pour vendre sa production. On s'empare alors de terres et celles-ci deviennent rares.
Locke ne pense pas qu'on tombe alors dans un état de guerre hobbesien, mais les conflits se multiplient et rendent l'avènement d'un état indispensable. Dans le discours sur l'origine des inégalités, publié en 1755, Rousseau se montre critique vis-à-vis des conceptions précédentes de l'état de nature. Selon lui, elle projette les défauts de l'homme civilisé sur l'homme sauvage. Rousseau parle d'une anthropologie complètement différente. Au lieu de concevoir un homme mu par le désir, par la peur, par la défiance, dans un état de pénurie, prêt à se battre contre autrui, il conçoit plutôt un homme spontanément porté à l'entraide. Les hommes sont motivés, certes, par le désir d'autoconservation, mais ils le sont aussi par la pitié et la compassion. Hobbes et Locke l'ont négligé, et ils ont ainsi surestimé la probabilité d'un conflit. La compassion nous presse de l'intérieur à aider celui qui souffre. Elle nous motive bien plus à faire le bien que ne le pourrait une loi extérieure qu'on pourrait être tenté de violer. L'homme civilisé, corrompu par la société, est peut-être moins compatissant, mais ce n'est pas le cas du bon sauvage. Celui-ci a de toute façon peu de désir. Il vit de la chasse et de la cueillette. C'est un être solitaire qui ne connaît ni la vie de couple ni la vie familiale. La compassion n'est pas suffisante pour créer un lien familial. Les relations sexuelles sont occasionnelles, et les enfants quittent leur mère dès que possible. Le bon sauvage est adapté à la vie naturelle. Il a peu de désir et peu de crainte. Il n'a pas de désir de gloire ou de réputation. Il n'a même pas le langage. Il n'a donc aucun désir de pouvoir. Il vit simplement l'instant. Il n'anticipe même pas ses besoins futurs. Il n'y a donc aucune chance qu'il entre en conflit contre autrui. Au fond, il semble être à peine plus qu'une bête, et en cela il est difficile de comprendre ce que Rousseau lui trouvait. Comment expliquer le passage de l'état de nature à la création de l'État ? Rousseau propose une explication qui n'est à ses yeux qu'une conjecture parmi d'autres. Les hommes sont perfectibles à leur plus grand malheur. Le progrès les corrompt. L'invention d'outils, rendue nécessaire pour accroître la productivité face à l'augmentation de la population, éveille son intelligence et sa fierté. La coopération, visant à atteindre des buts communs, fait naître les sentiments humains, l'amour conjugal et l'affection paternelle. De cette nouvelle condition, l'homme gagne du temps libre et du confort. Or, le confort est un joug, un luxe qui devient vite un besoin nécessaire. Avec les sociétés naissent le langage et donc la réputation, la fierté, la honte et l'envie. Une blessure devient un affront qu'on cherche à venger. Les dissensions et les conflits éclatent. Avec le développement de la technique naît la propriété privée. Et celle-ci conduit à la dépendance, à la jalousie, à l'inégalité et à l'esclavage des pauvres. Ainsi, la naissance de la société donne lieu à un état de guerre. La guerre n'est donc pas l'état initial de l'état de nature, qui est un état d'innocence. C'est le résultat de la création des premières sociétés rudimentaires. Les riches instituent l'État, dont les lois leur sont favorables, car ce sont eux qui ont des biens à sécuriser. Ainsi naissent les premiers États. Tous les auteurs cités jusqu'ici pensent que l'État est tôt ou tard indispensable. Mais les anarchistes rejettent cette idée. William Godwin défend que les hommes peuvent coopérer et que l'état de nature est un avenir qui est souhaitable. Kropotkin constate l'existence de la coopération dans le règne animal, et il en va de même parmi les hommes. Les plus aptes à survivre sont les plus coopérants. Il existe des exemples de coopération humaine sans contrainte, et on peut même coopérer pour des raisons égoïstes, dans la mesure où il s'agit de la meilleure stratégie à long terme. La coopération est préférable à la guerre. Contre l'anarchisme, on peut objecter que le moindre élément antisocial pourrait détruire l'harmonie sociale. Une première réponse à cette objection est que les individus mauvais sont engendrés par l'existence de l'État. Mais cela semble à la fois optimiste et paradoxal. Si nous sommes naturellement bons, comment un État oppressif et corrompu a-t-il pu voir le jour ? La plupart des anarchistes préfèrent une autre réponse. L'absence d'État n'implique pas l'absence de contrôle social. La pression sociale peut décourager les comportements antisociaux. L'anarchisme n'est pas non plus le désordre. Les anarchistes peuvent accepter l'autorité d'experts et de règles, comme c'est le cas dans toute association. À la différence d'un État qui impose son pouvoir, on adhère volontairement à une association et on peut en sortir. Mais une association n'est pas chaotique. Cela suffit-il face aux personnes antisociales ? Si l'anarchisme refuse de restreindre le comportement de ces personnes, son harmonie risque de sombrer. S'il applique des règles contre ces personnes, il ne diffère plus d'un État.
plus l'anarchisme est réaliste, moins il est anarchiste. Néanmoins, il ne faut pas écarter trop vite l'anarchisme. L'état de nature a ses inconvénients, mais les anarchistes affirment que c'est également le cas de l'État. Il faudrait donc également examiner les arguments contre l'État pour évaluer de façon équilibrée l'anarchisme. Quel que soit le scénario imaginé par Hobbes, Locke et Rousseau, l'état de nature finit toujours par dégénérer en conflit face auquel l'État s'avère être la seule solution. Seuls les anarchistes imaginent un état de nature viable. Mais si une société anarchiste veut faire face aux éléments antisociaux, elle devra les contraindre, de telle sorte que la différence avec un État est infime. En fin de compte, Jonathan Wolff pense que nous devrions admettre le caractère indispensable de l'État, parce qu'un réel état de nature ne permet pas aux hommes de s'épanouir. Mais il reconnaît qu'on ne peut pas écarter trop vite l'anarchisme, parce que sa critique contre l'État pourrait faire pencher la balance. Je vais maintenant faire quelques remarques sur les questions, les arguments et les objections qui me sont venues à l'esprit en résumant ce texte sur l'état de nature. Et j'ai notamment 6 remarques en tête. Ma première remarque concerne John Locke et sa justification théologique du droit naturel et du libéralisme. Quand on pense à un philosophe théiste, on pense assez souvent à Pascal ou à Kierkegaard. Si on pense à un philosophe théiste ayant écrit sur la politique, on pense à Augustin, peut-être à Thomas d'Aquin, mais John Locke est vraiment le grand oublié en France. Et pourtant, il s'agit d'un philosophe authentiquement théiste. Il a même écrit des textes sur les conditions minimales du christianisme. Ma deuxième remarque concerne Rousseau. Sa description du bon sauvage m'a toujours paru assez étonnante. Rousseau tente de penser un homme asocial, mais cela semble vraiment être trop différent de sa nature actuelle pour être crédible. Il est assez difficile de ne pas être tenté par une comparaison avec les différents types de singes que nous connaissons, et hormis l'orang-outan, semble-t-il, ce sont tous des animaux qui sont profondément sociaux. Il est vraiment difficile d'imaginer que l'homme sauvage puisse être complètement différent à la fois des hommes et à la fois des singes. Ce serait vraiment très étrange. Et donc il est vraiment très difficile d'accorder du crédit à une hypothèse qui serait fondée entièrement sur la socialité de l'homme sauvage. Ma troisième remarque concerne l'anarchisme. Jonathan Wolff prend un grand soin à essayer de justifier sa possibilité, mais il écarte tout aussi soigneusement l'intérêt pour les données empiriques. Et j'avoue que j'aimerais bien avoir une connaissance un peu plus approfondie des expériences empiriques anarchistes. Je me réserve ça pour plus tard. Ma quatrième remarque concerne encore l'anarchisme. J'avoue que je n'arrive pas à être convaincu par les objections de Jonathan Wolff. Pourquoi les sociétés anarchistes ne pourraient-elles pas expulser ou se défendre contre les éléments antisociaux ? Alors peut-être que je me trompe, mais je ne vois pas en quoi cela contredirait l'anarchisme et impliquerait un État. Si une association volontaire exclut un membre, en quoi ses membres seraient moins volontaires et en quoi l'exclu se verrait-il contraint positivement à quelque chose ? Il peut toujours aller fonder ou rejoindre une autre association ailleurs. Peut-être que sur le papier, les États semblent plus efficaces contre les éléments antisociaux, mais beaucoup de citoyens font semblant d'obéir et violent les lois en secret. Les États ne parviennent jamais à éradiquer la désobéissance à la loi. Les communautés anarchistes sont probablement plus sensibles aux éléments antisociaux, mais est-ce au point de leur être fatal ? Je n'arrive pas à en être convaincu. Ma cinquième remarque concerne les conséquences de l'argument général. L'idée générale, c'est que l'État est nécessaire pour rendre possible la paix. Mais les États sont entre eux dans un état de guerre. Et l'histoire montre qu'ils se font souvent la guerre et qu'ils ne sont jamais à l'abri. Alors, il y a des lois internationales, mais beaucoup d'États s'en moquent et la légitimité de ces lois est contestée. On devrait donc conclure fort logiquement qu'il faut un État mondial unique pour complètement amoindrir les problèmes engendrés par l'état de nature. On ne peut pas se limiter simplement à des États nationaux, il faut un État supranational, un État mondial. Ma sixième remarque repose sur la précédente et insiste sur ce qui me semble être un paradoxe. Si on pense que les États peuvent s'accorder entre eux et vivre en paix, alors pourquoi les individus ne le pourraient-ils pas, comme le pensent Locke ou les anarchistes ? Et si on pense que les individus ne le peuvent pas, alors pourquoi les États, eux, le pourraient ? Évidemment, on peut échapper à ce paradoxe, soit en acceptant la viabilité de l'anarchisme, soit en affirmant la nécessité d'un État mondial. J'espère réussir à approfondir toutes ces remarques dans de prochaines vidéos. En attendant, vous avez peut-être vous-même des remarques à faire, ou peut-être voudriez-vous discuter les miennes, les commentaires sont faits pour ça. Je vais essayer de publier la semaine prochaine un résumé du 2e chapitre sur la justification de l'État. En attendant, likez, abonnez-vous et soutenez la chaîne sur Tipeee, et sur ce, je vous dis à très bientôt.